sans plus tarder, nous allons aller directement en essayant de vous dérouler un peu le programme, comment ça va se passer. Donc, ça sera, on va dire, un échange, un partage entre moi, M. Yapassan, et vous également, sur les analyses des KPIs du stock et prise de décision. Alors, nous sommes tous, je vais dire en brief, supply chain manager et nous savons la nécessité de pouvoir analyser de manière très pointueuse tous les, on va dire, toutes les données liées au stock que nous avons. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux entreprises de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc, nous avons une chaîne très importante qui est la supply chain. Et donc, l'analyse des KPIs liés au stock doit être très important et très pointueux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Yapassan dans ce webinaire pour nous aider à mieux comprendre et à mieux dissimuler les KPIs, à mieux les analyser et à mieux prendre les décisions. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque je sais qu'il est déjà 9h30 et qu'il y a des personnes qui sont connectées depuis un bon moment. Alors, on va aller directement dans le webinaire où nous allons essayer de déceler et de vous expliquer un tant soit peu comment on peut analyser les différents KPIs. Alors, comme on le disait, c'est quoi un KPIs? Voilà, c'est quoi un KPIs? De manière très simple déjà pour débuter, un KPIs qui veut dire Key Performance Indicator en anglais, les clés les clés, on va dire, de performance d'une entreprise ou d'une structure. Donc, ici, on va dire de la supply chain, voilà, liée à notre domaine. Et donc, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont les éléments essentiels sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir orienter votre entreprise, comme on le dit, pour pouvoir mesurer la performance de votre entreprise. Voilà. Nous sommes tous supply chain managers. Il y a des mots qui ne seront pas, on va dire, qui ne seront pas étrangers, qu'on va essayer de mentionner et qu'on va partager au fur et à mesure. Nous tous, on connaît un peu par-ci, par-là, la rotation du stock, on connaît un peu les coefficients, on connaît un peu les ruptures de stock, les surstocks, les retards de livraison, les retours clients et tout tous ces petits problèmes qu'on a, qu'on essaie de régler au quotidien, de sorte à pouvoir avoir une meilleure, on va dire, performance de notre supply chain et pouvoir atteindre. Alors, nous nous sommes basés sur les indicateurs critiques pour présenter ce travail. On sait qu'au-delà de ces 5 indicateurs, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut avoir au niveau des stocks, mais déjà les indicateurs critiques. Donc, sans plus tarder, les indicateurs critiques, comme je l'ai dit, on va les analyser, on va les détailler pour mieux les comprendre et on va faire ressortir ce qui nous empêche d'atteindre au mieux nos objectifs. On sait que chacun d'entre nous, on a des potentiels, on a des capacités, mais c'est la petite chose qui manque qu'on recherche aujourd'hui. C'est la petite chose qui manque dans notre analyse, dans notre supply chain, dans nos propositions de solutions. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'analyser. On va essayer de faire ressortir avec M. Yapassan, qui est un expert en la chose, qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous vivons au quotidien. Donc, sans plus tarder, on va s'axer sur le coefficient de rotation, encore le taux de rotation. Donc, on connaît tous le taux de rotation. C'est un indicateur qui traduit le nombre de fois où le stock se renouvelle dans une période donnée. Voilà, très simplement. Donc, le coefficient de rotation des stocks permet d'apprécier le comportement en fonction des objectifs de rotation. Donc, ça peut être périodique sur l'ensemble des sorties et tout. Et les 3 conditions que nous avons retenues ici sont que le coefficient de rotation doit être égal à 1. Voilà. Lorsque notre coefficient de rotation est égal à 1, dans la logique de notre exercice, c'est que nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes assimilés. Et le coefficient de rotation, lorsqu'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il est très bon. Ça veut dire que nous avons une bonne rotation de notre stock. Et puis, lorsqu'il est inférieur à 1, ça veut dire que notre stock s'est mal comporté, notre produit s'est mal comporté. Donc, en cela, là, nous allons
dégager certaines actions, nous allons poser certaines questions qui vont nous permettre en fait de résoudre ce problème-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela, c'est ce volet-là où nous avons des gaps, où nous avons des insuffisances. C'est cela qu'on va analyser aujourd'hui. Parce qu'on sait tous qu'un objectif, lorsqu'il est atteint à 80%, on est tous contents. Mais on va maintenant s'accentuer sur les 20%, les 20% de gap, les 20% d'échecs, afin de pouvoir les corriger et de pouvoir atteindre efficacement les 100%, voire même surpasser les 100%. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là. De ce fait, on devait prendre des mesures, comme je le disais, pour booster la rotation de cette référence en stock. Voilà, donc c'est un peu cela. Et donc, les causes, quelles sont les causes quand on se pose des questions sur la rotation du stock? Quelles sont les causes en fait d'une faible rotation du stock? Les causes sont multiples. On peut avoir le surstockage, on peut avoir des stocks dormants. Donc, on sait tous c'est quoi des stocks dormants. Par certaines entreprises donnent, par exemple, si un stock n'a pas tourné au bout de 6 mois, il est considéré comme un stock dormant. Donc, un stock dormant qui ne tourne pas, c'est un stock qui a une faible rotation, très simplement. Des ruptures de stock. Vous conviendrez avec moi qu'un stock qui n'est pas disponible, c'est un stock qui ne tourne pas. Et lorsqu'il n'est pas disponible, on n'arrive pas, on ne peut pas atteindre le chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, ça représente une faible rotation de nos stocks. Et après, il y a la mauvaise vente. Alors, le stock peut être disponible, mais le marché ne répond pas. Alors, lorsque le marché ne répond pas, ça représente une mauvaise vente. Lorsque nos analyses sont biaisées, lorsque nous n'arrivons pas à mieux, vendre, ce sont des mauvaises ventes. Et c'est dû à quoi? À des fluctuations des besoins du marché, à la saisonnalité également que nous connaissons. À la saisonnalité que nous connaissons, de janvier à décembre, nous savons que pour des entreprises, par exemple, qui sont dans des domaines de FMCG ou des fast moving consommateurs, on a des produits qui évoluent par saisonnalité. Donc, il va falloir mener de bonnes analyses de sorte à pouvoir voilà, mieux maîtriser ces produits-là et mieux également orienter l'entreprise. Donc, les actions également qu'on peut prendre au niveau du taux de rotation, on en a noté quelques-unes, à savoir adopter une politique des approvisionnements efficiente. Donc, en parlant de politique des approvisionnements efficiente, on veut parler du supply planning. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire de la stratégie qu'on va mettre en place de sorte à pouvoir coordonner de manière efficiente nos différentes actions pour pouvoir mettre à disposition les différents produits. D'abord, pour une entreprise de production, mettre à disposition les matières premières. Et si c'est une entreprise commerciale, pouvoir mettre à disposition les différents produits de sorte à pouvoir satisfaire la demande. Voilà. Donc, comment mettre en place une bonne politique de stock? Vous devez pouvoir l'adopter et faire des prévisions. Une entreprise qui n'a pas de prévision, votre entreprise ou vous pouvez être dans une petite entreprise qui n'a pas de prévision, mais vous, au niveau de la supply chain, vous devez pouvoir faire des prévisions de sorte à pouvoir anticiper sur les différents besoins, sur les différentes demandes du marché. Concevoir les stratégies marketing. Alors, on sait tous que la supply chain, comme on le disait, lorsque la supply chain dit non, alors c'est toute l'entreprise qui est arrêtée. Donc, travaillant en synergie avec le marketing, vous devez pouvoir mettre en place des stratégies de vente, des stratégies pour permettant d'avoir de bonnes visibilités et développer des projets innovants. Les projets vont permettre à l'entreprise de rebondir sur le marché, d'avoir une nouvelle vision du marché dans lequel vous exercez. Donc, voilà quelques points qu'on a essayé de mentionner, de sorte à pouvoir optimiser la rotation du stock. Sans plus tarder, je vais inviter M. Yapassan dans ce webinaire pour nous montrer un peu un cas pratique au niveau de la rotation du stock. M. Yapassan, si vous me suivez, vous pouvez prendre la main. Ok, merci Aristide. Merci beaucoup et c'était très intéressant d'écouter toutes les explications que tu as eu à donner.
Et avant d'entrer dans le cas pratique, je voudrais un peu ajouter de l'eau au moulin de Aristide lorsqu'on parle des KPI. Des KPI, c'est des indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'une entreprise par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés au préalable. Il a essayé d'expliquer ça avec le coefficient de rotation. Et maintenant, lorsqu'on fait des réalisations durant la période d'activité de l'entreprise, alors on essaie de voir est-ce qu'on a atteint dans les objectifs qu'on s'était prédéfinis, on a établi au départ. Alors, toute entreprise, pour chaque secteur d'activité qui constitue la société, il doit exister des KPI. Sans KPI, le management n'est pas efficace, n'est pas efficient, on n'a pas un résultat objectif et ça ne permet pas au top management de prendre les décisions qu'il faut, des décisions orientées vers la réalisation du chiffre d'affaires, les décisions orientées vers la bonne santé de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi nous nous attardons aujourd'hui pour essayer un peu de se pencher là-dessus. Aristide, tu peux revenir sur le cas pratique, s'il te plaît, de l'image du cas pratique? D'accord, d'accord, je reviens tout à l'heure. C'est bon? Voilà, super. Donc, tout à l'heure, Aristide a un peu listé les différents éléments qu'on peut prendre, ou bien les différentes actions qu'on peut prendre pour essayer de booster le coefficient de rotation. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est celui de mettre en place un projet innovant, développer des projets innovants. Alors, moi, je vais vous prendre un cas d'entreprise que j'ai vécu et auquel on a pu travailler et trouver une solution pour booster un produit. Aristide, tu reviens sur l'image, s'il te plaît? Oui. Ici, on a affaire à deux produits, mais qui ont le même nom, qui font le même travail. Là, nous sommes dans une entreprise qui fait dans les tôles et accessoires. Alors, ici, on appelle ça, ce sont les accessoires de tôle. Alors, la tôle qui est juste en grise là, c'est une bande de rive. Voilà. Maintenant, on était arrivé dans une situation où, lorsque je faisais dans mes états en matière de KPI, et en fonction du coefficient de rotation de ces produits-là, j'ai constaté une baisse. Parce que là, ce sont des dimensions de 2 mètres. Alors, sur une période, il y a une forte baisse. Alors, on a interrogé en réunion avec des commerciaux, ils nous ont fait comprendre que les charpentiers leur font comprendre qu'il y a un nouveau produit qui est en train de bouger le marché. Bon, nous étions en position de leader, donc on a dit, OK, on va observer, on va voir. Le mois qui suit, je ramène les mêmes informations, je dis l'objectif n'est pas atteint, le taux de rotation est faible. On analyse encore, les commerciaux nous disent les recommandations des charpentiers sont en train d'être un peu plus importantes. On devrait se pencher dessus. Le troisième mois, alors sur le plan semestriel, on se rend compte que le produit, malgré les actions qu'on a prises, ne bouge toujours pas. Alors, on s'est donc penché sur le marché pour savoir est-ce que ce que les charpentiers étaient en train de dire est réel. On s'est donc rendu compte que le marché était en train de migrer vers les accessoires de 4 mètres. Les clients étaient en train de partir sur la production des tôles accessoires de 4 mètres. Alors, on s'est donc rendu compte que ce n'était même pas nos concurrents directs qui bougeaient le marché, mais c'était les petits producteurs dans les quartiers, dans les marchés, un peu, qui bougeaient un peu le marché. À cet instant-là, ils étaient devenus des leaders et nous étions devenus des suiveurs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une décision rapide a été prise, on s'est assis. On a donc dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour se mettre à jour? Il nous fallait une machine capable de produire les accessoires de 4 mètres. Alors, on prend la machine où? On a évalué, on a trouvé le pays. Qu'est-ce qu'il nous faut? La matière première. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut l'emplacement. On a donc travaillé sur ces éléments-là et on a acheté la machine. On avait déjà la matière première. On a identifié un espace de stockage où on devait mettre ces produits-là. Alors, lorsque nous avons introduit ce nouveau produit dans le marché, nous avons récupéré notre position de leader. Ce qui fait que tous ces petits producteurs sont revenus à la source parce que nous, en tant qu'une usine, on produisait à grande échelle et on pouvait satisfaire le marché. Et dans ce cas, mes coefficients de rotation en matière de tous les accessoires de 4 mètres ont commencé à augmenter. Voilà un peu un cas pratique pour booster la rotation d'un produit en matière d'analyse des KPI, et coefficients de rotation, analyse des causes et des conséquences et prise de décision. Et c'est comme ça que nous avons repris la main sur le marché en matière de tôles et accessoires. Merci bien, merci Yab. Je pense que c'est une analyse,
enfin un cas pratique, très pratique, je vais le dire, parce que nous avons sous nos yeux, tu as démontré un peu, ça c'est une stratégie même de pénétration que tu viens de donner en fait, d'analyser le marché en allant au détaillant final et tout pour essayer de voir comment le marché évolue. Au niveau des différents tableaux d'analyse, monsieur Hassan, vous avez quelques notions à nous donner, comment on pourrait mieux analyser nos données et tout. Tout à fait, Aristide. Alors, lors de ton préambule, tu as commencé par dire le traitement de données pour ressortir les informations. Alors, il est très important pour un manager de pouvoir déterminer ses KPI. Nous avons ici le cas du coefficient de rotation et voilà un peu l'état, comment je pouvais recentrer, faire une synthèse de mes informations par rapport aux différentes familles de produits et sur une certaine période pour pouvoir apprécier comment les produits se comportent. Alors ici, comme on parle du coefficient de rotation, vous pouvez apprécier qu'ici, j'ai combien là, on a les points de TP qui est une famille, produits pliés une famille, tuyaux PVC une famille, les tôles une famille, les produits plastiques une famille. Alors, le tout comme ça pouvait nous faire près de 2000, 3000 produits finis auxquels il fallait identifier la performance de chaque famille de produits. Alors, on a dit tout à l'heure que le KPI est identifié par un objectif. Ici, nous avons notre objectif qui est égal à 1. Le coefficient de rotation doit être égal à 1. Alors, ceci dit donc, lors de la réalisation, concrètement, qu'est-ce qui se passe de façon périodique? Est-ce que l'objectif a été atteint au mois de janvier jusqu'au mois de décembre? Alors, c'est une appréciation qu'on aura à faire. Ici, nous avons limité notre appréciation analytique sur 6 mois. Si on prend uniquement les points TTP, la famille des points TTP, on va se rendre compte qu'en janvier, on a fait 0,2. Donc, on est en dessous de l'objectif, ce n'est pas bon. En février, on a fait 0,5 en dessous de l'objectif, ce n'est pas bon. En mars, on a une réalisation égale à 1, donc objectif atteint. Avril inférieur à l'objectif, mai égal à l'objectif, juin inférieur à l'objectif, juillet égal à l'objectif. Alors, nous avons notre courbe graphique qui nous permet ici de faire donc une sorte d'analyse. Et l'analyse va se faire sur 3 volets. On a le premier volet qui est l'objectif lui-même, que vous allez voir, la ligne rectiligne tout bleu là. Et ensuite, nous avons notre volet maintenant qui est la réalisation. Concrètement, ce qui s'est passé. Vous avez dans les différents chiffres que vous voyez circuler là. Et le troisième point, c'est maintenant l'écart. Et l'écart peut être décroissant comme l'écart peut être croissant. Maintenant, pour ce qui est du mois de janvier, par exemple, ici, on a l'objectif n'est pas atteint. C'est pour ça que vous voyez, c'est au rouge. Alors, qu'est-ce que l'entreprise fait au mois de janvier lorsqu'elle fait son comité de direction? Elle va donc trouver les causes. Pourquoi le produit n'est pas bien vendu? Ensuite, maintenant, elle va travailler maintenant sur les conséquences. Quelles sont les conséquences dues à cette baisse de vente? Et ensuite, maintenant, on va trouver donc les mesures à prendre, comme telles que les projets innovants. On va revoir la planification. On va revoir nos prévisions. Est-ce que le calendrier des approvisionnements par rapport à un produit bien précis, est-ce que c'est à cause d'un retard de livraison? On ne sait pas. Alors, lorsqu'on parle par exemple des prévisions, est-ce que la performance de l'année dernière correspond effectivement à la réalisation que nous faisons actuellement? Est-ce qu'on a bien pensé que le client qui a pris 100 cartons de pointe en 2019, est-ce qu'on a reconduit ces 100 cartons pour l'année 2020 ou bien est-ce qu'on l'a majoré? Voilà un peu les différents questionnements qu'on se pose. Et à la fin, maintenant, on va prendre donc des décisions pour orienter, donc pour booster dans ce produit. Alors, on va donc se rendre compte qu'en février, les mesures que nous avons prises en janvier ont eu un écart légèrement croissant, mais n'ont pas atteint l'objectif. Alors, on va donc se rasseoir et s'interroger à nouveau sur les mesures à prendre pour que le produit continue à être boosté. En mars, maintenant, vous allez voir que l'objectif a été atteint. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate un écart croissant. Alors, les mesures qu'on a eu à prendre en janvier ont eu de l'effet en février. Donc, ça veut dire que c'est des mesures progressives. Et en mars, l'objectif est donc atteint. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on constate en avril? On constate en avril un écart décroissant. Ça veut dire que les mesures, on a protégé les mesures en mars, mais à partir durant le mois d'avril, on a eu
on constate un relâchement. Le produit s'est mal comporté. On va prendre encore des mesures fortes, revoir la planification, soit acheter de nouvelles machines, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tout ça pour booster le produit. En masse, vous voyez donc que l'objectif a été atteint. On a un écart croissant. Les mesures qu'on a prises en avril ont porté leurs fruits. Mais on se rend compte qu'en juin, on a encore un écart décroissant sur l'objectif. L'objectif n'est pas atteint. Alors, les mesures qu'on a protégées en mai n'ont pas eu de l'effet. Des mesures peuvent être obsolètes. Peut-être le marché a changé. Peut-être il y a un nouveau concurrent qui entre avec une autre qualité de produit. Et voilà un peu toute l'analyse que nous pouvons faire sur le plan traitement des informations des KPI. Donc, merci beaucoup, M. Yap. Je pense que c'est très bien compris. On a très bien compris le cas pratique. J'espère que vous avez très bien compris également ce qui se passe au niveau du stock. Donc, moi, pour récapituler, ce que moi je vous suggère, c'est d'avoir des objectifs pour tous les KPI. Parce que comme on le voit, on ne peut que se mesurer à quelque chose. Ou bien dans la vie même concrète, on se mesure à quelqu'un, à une situation bien donnée. Donc, si vous ne pouvez pas vous mesurer, si vous ne pouvez pas mesurer vos KPI, alors c'est comme si vous naviguez à vide. Voilà. C'est comme si vous naviguez sans boussole, en fait, on va dire ça. Donc, vous devez avoir un objectif. Et pour vos différents, on va dire, vos différents produits ou vos différentes familles de produits, vous devez les mesurer au jour le jour. Donc, ici, on voit que c'est un sum-up où on a fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mais vous, chez vous, vous pouvez avoir des objectifs journaliers, comme on le dit. Voilà. Donc, je pense que c'est très bien expliqué. Et les gaps également qu'on a constatés sur le graphique, on essaye encore de les revoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'a pas atteint l'objectif qui était de 1? Pourquoi on est à 0,7? Et comment on fait pour améliorer ce processus-là? Donc, c'est comme ça qu'on doit analyser en fait le coefficient de rotation. Je pense que M. Yapassan l'a bien expliqué. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, ici c'est Franck Domkaki. Bonjour. Ma question, c'est de savoir sur le tableau du coefficient, de rotation, enfin du coefficient de rotation, oui. Je voudrais savoir la référence sur la ligne réalisation des produits plastiques. On voit bien qu'en janvier, on fait 18,1 en coefficient de rotation. Je me demande si ça n'a pas un impact sur l'analyse après, parce qu'il y a un gros écart entre les données supérieures et celles tu vois, par exemple, là, quand on va sur les tuyaux PVC, on a 1, les tôles 1, mais après la réalisation des produits plastiques, on a 18. C'est la conséquence, en fait, de la lecture, enfin, pour la synthèse, je veux dire. D'accord. C'est pas assez conséquent pour la synthèse. D'accord. 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 Oui, et moi, je pense que ça également, c'est une belle remarque. C'est une belle remarque. Et monsieur Yap, je pense qu'on a pris quelques questions. On va commencer par la dernière également. Monsieur Yap Hassan. Oui, Aristide, j'ai bien noté les questions. Voilà. Donc, si tu peux prendre la dernière. Okay. Pour ce qui est de la réalisation des produits plastiques, je tiens déjà à rappeler que ça, ce sont des données réelles d'entreprise. Hein. Donc, pour ce qui est de nos produits plastiques, vraiment, c'était la famille phare de la maison. En fait, on est leader là-dessus, de telle sorte que les coefficients de rotation je parle ici de la classe A, on a 300 produits sur une période de 6 mois, était toujours à plus de 10 barres coefficient de rotation. Donc, ce n'est pas un hasard que vous allez voir au mois de janvier, on a connu une forte rotation. Donc, on a tellement vendu les produits plastiques on peut donc apprécier donc ce coefficient de rotation. Mais si vous constatez aussi qu'au mois de février, il y a carrément une chute. OK? Ça veut donc tout simplement dire qu'on doit s'interroger pourquoi en janvier, on a autant vendu et qu'en février, mars, avril, il y a une baisse. Ça veut tout simplement dire qu'on a souscrit à un projet, en fait. On a été retenu, on a été soumissionné pour 1, 2, 3 projets et le projet avait un gros besoin. Ça peut être la construction d'un stade, ça peut être la construction d'une nouvelle usine
et qui a besoin de nos produits. Et on a donc signé un contrat avec eux et ils prenaient à forte quantité et ce n'était pas une usine. On se retrouvait avec 10, 3, 4 usines comme ça et qui peut être sur un projet, vous voyez un peu, et là comme ça, ça booste un peu de façon périodique, ok, le coefficient de rotation. Ça veut donc dire que nous sommes en 2020, en 2021, on n'est pas sûr qu'à la même période en janvier, on aura le même taux de coefficient de rotation si l'autre contrat avec les responsables du projet est fini en fait. Donc voilà un peu l'une des raisons pour lesquelles le coefficient de rotation peut augmenter à une période bien précise par rapport à un projet, par rapport à une situation du marché. Voilà ce que je peux dire dessus. D'accord. D'accord, merci bien. Moi également, au niveau, puisque vous avez mentionné le terme projet, moi ça m'intéresse, parce qu'au niveau de la planification également, on tient beaucoup compte des projets. Donc, vous voyez que ici en janvier, au niveau de la réalisation des produits plastiques, on a 18,1. Et 18,1, c'est un gros boost en fait. C'est un gros boost pour le chiffre d'affaires. Et ça, dans la planification à venir, comme M. Yapassan l'a bien mentionné, c'est un projet. Donc, c'est quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas un événement qui va nous impacter sur, on va dire, 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est un projet. Donc, ça également, pour les prochaines planifications, on ne va pas vraiment en tenir compte. Sinon, si on en tient compte dans nos prochaines planifications, c'est clair qu'on sera toujours en surstock. Parce que vous voyez bien que le gap est très considérable. En janvier, on a 18,1. En février, on passe à 0,8. Donc, ça veut dire que la fréquence de consommation de ce produit-là, il est autour de 0,8, 0,7, 0,5. Donc, 0,6 en moyenne. Est-ce que vous voyez? Donc, si par exemple, vous vous dites que parce que vous avez eu 18,1 en janvier et que vous allez faire répercuter cela sur les autres mois, bah, vous allez avoir de gros gaps parce que vous allez avoir des surstocks et vous allez faire de mauvaises analyses, de mauvaises planifications. Voilà pourquoi en planification, tous les événements qui arrivent à votre entreprise, quelle que soit rupture, quel que soit Covid, tout cela, vous devez les prendre en compte parce que ça vient soit en gap ou en plus de votre chiffre d'affaires. Et même les innovations, vous devez les prendre en compte. Parce que les innovations, on sait qu'il y a une phase de lancement. Et en phase de lancement, vous avez une période bien définie pour suivre l'évolution du produit sur le marché. Donc, vous devez suivre l'évolution du produit sur le marché et arriver à un moment, vous devez laisser le produit se comporter tout seul sur le marché. Et si après, vous tenez compte des données que vous aviez au début pour mener vos analyses, vous allez vous retrouver à un moment à des gaps. Vous allez vous retrouver à un moment à des gaps. Donc, vous devez très bien analyser, vous devez très bien suivre comment le produit évolue. Voilà pourquoi quand vous arrivez en tant que supply chain manager dans une entreprise, vous devez passer en revue toutes les données historiques pour comprendre pourquoi il y a eu des gaps, pourquoi il y a eu des pics et comment l'entreprise évolue, dans quelle chaîne elle évolue. On va vous prendre, M. Denis. Oui, allô? Oui. Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je veux encore féliciter M. Yapassan, M. Aristide. Vraiment, c'est un bon travail que vous faites en organisant des talks comme ceci. Et également, je fais partie du groupe de supply chain, mais habituellement, dans mes occupations, je n'ai pas trop le temps de publier. Alors, je suis en train de suivre depuis le début, n'est-ce pas, l'ensemble des thèmes qu'on est en train de développer. C'est vraiment et extrêmement pertinent pour un supply chain manager de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces thèmes. Je voudrais, s'il vous plaît, seulement lever un équivoque, n'est-ce pas, au niveau de l'utilisation des outils. Donc, je suis Denis Yougan. À la base, je suis un ingénieur informatique. Donc, et j'implémente énormément de solutions pour les entreprises, pour les aider à être optimales. Alors, tout à l'heure, tout au départ, on a parlé du le pourcentage de rotation, je crois, oui, le pourcentage de rotation. Je voudrais un peu revenir de dire que, effectivement, il arrive généralement lorsque, si l'entreprise n'a pas bien maîtrisé, n'est-ce pas, l'ensemble de sa clientèle et de ses fournisseurs,
sur une période bien donnée, que lorsqu'un gros projet arrive, que l'entreprise doit vraiment ait beaucoup de difficultés à bien gérer le projet. Je prends le cas, par exemple, d'une entreprise qui, sur un an, livre généralement 50 clients et sait pertinemment qu'en général, j'ai besoin de telle quantité de stock. Alors, un gros projet arrive tout d'un coup et il faut livrer rapidement ce gros client pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Ce qui fait que ça devient compliqué pour l'entreprise de dire que, OK, je dois livrer tel client en février. Nous sommes en janvier, je dois le livrer en février, mais est-ce que je dois prendre ce que je dois lui livrer pour livrer ce gros projet? Alors, je suis en train de mettre en mal ma clientèle régulière. Alors, dans ces conditions-là, ce qu'il faut faire généralement, c'est quoi? C'est de toujours satisfaire d'abord sa clientèle régulière, parce que ce gros projet ne sera pas sur une longue période, n'est-ce pas? Donc, privilégier sa clientèle régulière. Et ensuite, maintenant, une technique, c'est de pouvoir voir l'ensemble de ceux qui font dans le même secteur que toi, pouvoir t'approvisionner et combler le besoin du projet qui sort sur le coût directement. Donc, ça fait que tu peux facilement gérer ce projet, mais en gardant l'ensemble de ta clientèle pas dans un souci de livraison et ainsi de suite. Je ne sais pas si cet aspect, je suis en train de bien m'expliquer, parce que j'ai été confronté, n'est-ce pas, dans une entreprise qui a eu ce même genre de problème et qui a privilégié un gros client parce qu'il devait gagner un truc comme 50 millions. Alors, la suite, c'est qu'il avait plusieurs autres clients qui prenaient généralement 10 millions, 20 millions, 30 millions, qu'il a carrément délaissés. Et après, ils se sont désabonnés. Après le projet, ils ont eu des problèmes à réconcilier avec ces autres clients, certainement parce qu'ils ont privilégié un chiffre d'affaires prompt par rapport à une clientèle régulière. Donc, je crois que maîtriser les catégories de produits et sa clientèle sur la période est très importante. Pour pouvoir bien gérer cette problématique de rotation de stock.